une présentation qui va arriver un petit peu en écho à ce qu'a fait Eric Mena tout à l'heure, puisqu'en fait, il nous a parlé des traitements préventifs médicamenteux qui existaient, qui étaient efficaces et qu'on refuse. Et à la place, qu'est-ce qu'on impose? On impose ce qu'on appelle les NPI, les Non-Pharmaceutical Intervention, c'est-à-dire tout simplement des espèces de traitements non médicamenteux qu'on prétend efficaces et dont on peut se demander s'ils le sont vraiment. Alors bien sûr, il y a parmi cela les mesures de distanciation sociale, les différents couvre-feux, évidemment, et puis donc les masques généralisés en population générale et en particulier chez les enfants. Donc ce travail que je vais présenter va essayer de savoir si aujourd'hui il existe ou pas des preuves de l'efficacité de ces masques en fait. C'est un travail qui a été fait avec Emmanuelle Dard, donc une informaticienne, maîtresse de conférences à l'Université de Poitiers, qui fait un travail tout à fait remarquable sur la recherche des données, leur mise en forme et effectivement leurs commentaires derrière. Alors, ce qu'on va faire pour essayer de répondre à cette question, c'est d'étudier en fait les hospitalisations chez les enfants dans la tranche d'âge de 0-14 ans, puisque on sait que ces enfants-là subissent, en tout cas en France et dans de nombreux pays, le masque effectivement à longueur de journée. Et on va voir si dans certaines pathologies, en fait, il existe des preuves ou pas de l'efficacité de ces masques dans la transmission des maladies contagieuses en particulier. Alors, de quel chiffre on va parler? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme chiffre, pardon. La source de nos données, celle qu'on a utilisée, bien sûr, les publics. Il s'agit d'aller sur Santé publique France, grâce à l'application Géode, d'aller chercher les chiffres par pathologie, puisque cela existe, en fait, et puis d'agréger un petit peu ces chiffres, en fait, pour ensuite en tirer des graphes et des conclusions subséquentes. Donc, le site, il est connu, il est donné ici, c'est effectivement le site de Géode. Et puis, donc, vous sélectionnez sur ce site les pathologies qui vous intéressent, et pour chaque pathologie, on vous donne le dénombrement, donc par le fichier au secours qui va compter les hospitalisations, du nombre de personnes dans des tranches d'âge données qui vont ou pas subir des hospitalisations pour une pathologie donnée. Alors nous, ces pathologies, on les a concentrées essentiellement, on verrait, sur 3 années, même si vous pouvez aller chercher sur le site les données depuis 2010. Donc c'est Emmanuelle Dard qui a fait ça de manière extrêmement efficace. Et donc il y a énormément, bien sûr, vous vous doutez bien, de pathologies qu'on peut étudier, mais s'agissant de voir ou pas l'efficacité du masque, il nous a semblé intéressant d'utiliser donc effectivement les maladies suivantes, donc la grippe, le Covid, les pneumopathies, et puis les gastroentérites et les asthmes, effectivement, puisque on sait que la gastroentérite, c'est quelque chose sur lequel, en particulier, le masque n'a pas beaucoup d'effets, et donc ça nous intéresse de comparer aux autres maladies, bien sûr, sur lesquelles le masque aurait un effet. Voilà. Et donc, sur toutes ces données, une fois qu'elles sont mises en forme, on essaie de tirer un petit peu des grandes conclusions sur cette efficacité ou pas du masque. Alors, l'étude que je vais vous présenter, c'est un résumé de tout le travail, le très beau travail d'Emmanuelle Dard, mais que vous pouvez fort heureusement refaire vous-même. En fait, grâce à la création de ce qu'on appelle un Google Colab. Alors bon, je sais que c'est un GAFAM qui est utilisé ici, donc attention, mais pour le coup, là, c'est un outil collaboratif très efficace. Et donc, si vous allez à l'adresse suivante, donc https://cut.li avec effectivement ce petit ici, cette petite adresse, vous pourrez exécuter vous-même tous les programmes programmés par Emmanuel, et donc les récupérer sur votre propre ordinateur. Voilà. Donc, allons-y directement par étudier effectivement une première courbe qui est celle de la grippe, puisque effectivement, la grippe, c'est ce qu'on essayait en 1918, quand on luttait contre la grippe espagnole, de prévenir grâce au port du masque. Et puis, on s'était rendu compte sans doute que ça ne marchait pas très bien. Et donc, on voudrait savoir si, puisqu'on a maintenant imposé le masque chez les enfants, donc à l'école depuis, vous le voyez, ici la semaine 30 en fait de 2020, on doit savoir si le port du masque chez les enfants a eu un effet sur une maladie qu'on suppose effectivement se propager par des aérosols ou par des gouttelettes. La réponse c'est non, puisque vous voyez qu'en rouge en 2020, la grippe est exactement au même niveau que les années précédentes, peut-être même un petit peu supérieure, vous le voyez ici, mais
manifestement rien de très significatif. Et donc, ce qu'on constate très bien, hein, bien que les enfants soient masqués ici depuis effectivement la semaine 30, hein, les enfants de plus de 10 ans, et avec ici, vous le voyez, la rentrée de septembre, ici la rentrée de Toussaint 2020, eh bien, on voit que le port du masque chez les enfants n'a eu absolument aucun effet sur l'arrêt de la propagation de la grippe. Alors, ce qu'on savait déjà par l'aveu d'Olivier Véran, puisque vous vous souvenez que le 24 septembre 2020, eh bien, devant la commission d'enquête du Sénat, il avait lui-même avoué qu'on savait très bien que, s'agissant de la grippe, le masque, de toute façon, ne servait à rien. Et c'est effectivement ce qu'on constate ici. Hein, et vous voyez d'ailleurs, même sur le début de l'année, il n'y avait aucune différence, bien sûr, sans masque ou avec masque. Tout ça ne change absolument rien. La grippe, donc, n'est pas du tout quelque chose avec lequel vous pouvez lutter via le port du masque. Et donc, on peut se poser la question légitime, mais si ça marche pas pour la grippe, pourquoi donc, diable, est-ce que ça marcherait contre la Covid-19 ? Bon. Donc, la seconde, effectivement, information qu'on peut tirer sur effectivement la transmission de la Covid et pour essayer de savoir si le masque marche ou pas, c'est de comparer un petit peu l'évolution de la Covid, donc depuis la rentrée où le masque effectivement est obligatoire, avec par exemple une maladie qu'on connaît bien qui est la gastroentérite. Et comme vous pouvez le voir ici, entre la courbe en rouge, donc qui modélise donc les passages dans les hôpitaux pour cause de Covid, et ceux liés donc à la gastroentérite, vous voyez qu'il y a quelque part un parallélisme dans à la fois ici la décroissance effectivement du nombre de cas passant à l'hôpital, et ici à nouveau une croissance. On a vraiment un parallélisme assez intéressant qui tendrait effectivement à suggérer que puisque ça monte ou ça descend plus ou moins en même temps, eh bien qu'il y aurait éventuellement, pourquoi pas, des modes de transmission qui seraient plus ou moins identiques, plus ou moins parallèles. Bon, c'est évidemment quelque chose qui avait déjà été suggéré par les infectiologues en disant que on sait que la gastro, ça passe plutôt par les mains, et on a dit chez certains infectiologues que effectivement le lavage des mains était vraisemblablement le geste le plus efficace pour lutter contre la Covid-19. Et bien là, on aurait une trace avec ce parallélisme entre les cas, effectivement, de l'idée que gastro et Covid, c'est plus ou moins effectivement des maladies qui sont parallèles, donc qui se transmettraient pourquoi pas de la même manière. Et on sait très bien que contre la gastroentérite, en fait, le masque manifestement ne sert à rien. Alors, on peut le voir effectivement, le fait que ce masque ne sert à rien dans la diapo suivante, en remarquant que vous voyez ici sur les différentes années, donc 2019, 2018, 2017, 2016, la progression, augmentation ou diminution de la gastroentérite dans la population est exactement identique en 2020, donc aux fluctuations aléatoires près, bien sûr, par rapport aux autres années. C'est-à-dire que toutes les mesures, vous voyez ici donc de masques obligatoires, de rentrée, ici également de rentrée masquée en septembre, n'ont eu absolument aucun effet sur le nombre de gastro-entérites, en tout cas dans les hôpitaux. Et donc, toutes ces mesures, manifestement, CNPI, si ces mesures d'intervention non médicamenteuses, celles-là, effectivement, elles sont totalement inefficaces, n'ont absolument aucune influence sur la transmission de la gastro. Et si, comme on en a éventuellement déduit par les graphes précédents, on a un parallélisme entre la Covid et la gastro, on voit que de toute façon, manifestement, les mesures de masque ne serviront absolument et définitivement à rien, donc pour lutter, en tout cas chez les enfants, au niveau donc de la gastro. Alors donc ça c'est pour dire que on voit pas très bien les bénéfices du masque, en tout cas sur la Covid. Il y en a pas sur la grippe, ça c'est certain. Sur la Covid, manifestement il n'y en a pas non plus. Ça se transmettrait plutôt comme la gastro qui elle-même est totalement imperméable aux mesures de type NPI. En revanche, ce que vous allez voir, c'est que effectivement sur d'autres pathologies de type respiratoire, on va voir apparaître de manière assez inquiétante des augmentations effectivement de ces maladies-là, en fait, corrélées, hélas, avec les mesures d'imposition du port du masque. Donc là, en fait, pour le réseau au secours, on a tracé effectivement les variations donc, pour les années 2019, 2020, 2008, etc., donc des pneumopathies. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc en rouge, là, vous avez effectivement la courbe des pneumopathies donc chez les moins de 15 ans. Donc vous voyez qu'avant le confinement ici, donc qui arrive la semaine 12, on a quelque chose qui est en 2020 comparable aux autres années, totalement comparable, un peu même en retrait. On voit qu'évidemment pendant le confinement, il y a une chute des hospitalisations. Alors non pas parce qu'il n'y a plus de pneumopathie, parce que tout simplement, vous ne pouvez plus aller à l'hôpital. Et puis, dès qu'effectivement le confinement est levé, vous allez récupérer par un retour aux soins, si vous voulez, des niveaux de
pneumopathie élevée, c'est juste en fait un décalage dans la courbe. Mais après, vous voyez qu'à partir du moment où on a imposé le masque effectivement en extérieur pour les plus de 10 ans, avec ici une rentrée masquée en septembre et en novembre, eh bien le niveau effectivement de pneumopathie chez les enfants reste extrêmement élevé par rapport aux années précédentes, plus manifestement 1,5 fois. Alors on peut étudier ça de manière un peu plus détaillée en comparant ce qui se passe chez les enfants et dans les autres classes d'âge, et vous voyez que ici sur ce graphique, donc les plus ici de 65 ans, bon, ont des petites variations dans les pneumopathies, mais ça reste comparable aux années précédentes. Idem chez effectivement les 15-65 ans, c'est un petit peu plus élevé que les années précédentes en termes de pneumopathie, mais si vous voulez, ça reste tout à fait comparable. Et ceux qui souffrent le plus manifestement eh bien, des effets qui seraient corrélés au masque, eh bien, ce seraient les enfants, avec donc, comme on l'a rappelé, une courbe en 4 parties. Une partie donc avant confinement qui est comparable aux années précédentes, une partie confinement où vous n'avez plus de soins, une partie post-confinement où vous récupérez les soins, et une partie à partir du moment où le masque est obligatoire qui est en plateau très élevé par rapport aux années précédentes. Alors en fait, cette courbe en 4 parties sur les taux d'hospitalisation concernant la pneumopathie, donc que l'on voit quand même manifestement corrélés, hélas, aux mesures de type NPI, eh bien on peut les reproduire également chez les asthmes pour les enfants de moins de 15 ans. Donc ici à nouveau en rouge l'année 2020 comparée aux autres années, donc 2019 à 2016, avec à nouveau donc effectivement une première partie qui est comparable avant le confinement. Évidemment, dans le confinement, ça chute parce qu'il n'y a plus de soins. On remonte après le confinement parce que là, à nouveau, on a un retour des soins. Et après, on reste depuis le port du masque obligatoire, manifestement, à un plateau beaucoup plus élevé, donc en 2020, que les années effectivement précédentes. Alors, on peut, comme pour effectivement la pneumopathie, tracer, voir que en fait, ces effets d'asthme vont surtout toucher les enfants de moins de 15 ans. Hein. C'est pas vraiment quelque chose qui va toucher les 15-65 ans, ni effectivement ici, vous le voyez, les 65 ans et plus. En revanche, on voit très très bien ces courbes en 4 parties, avec un plateau haut, en fait, dès qu'on va imposer le masque, effectivement, eh bien, chez les plus jeunes enfants. Bon. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire sur les chiffres donnés au secours, donc parfaitement publics et reproductibles grâce à Emmanuel Darl, en fait, que le masque n'a eu effectivement aucun effet sur la transmission de la grippe, bon, ce qui confirme ce qu'on connaissait depuis très longtemps. On voit, donc ce serait intéressant d'étudier plus en détail, que manifestement le Covid a l'air d'évoluer parallèlement au gastro. Donc ça suggère qu'il y aurait une éventuelle similitude dans les modes de transmission donc associés à ces deux maladies donc transmissibles. Et la diffusion de la gastro, eh bien, elle est parfaitement insensible aux mesures de type NPI. Ni masque, ni distanciation sociale n'ont aucun effet effectivement sur la transmission de la gastro. Donc dans l'hypothèse où effectivement ce serait la même que pour le Covid, eh bien on voit qu'on n'aurait absolument aucun intérêt à porter des masques pour prévenir donc la transmission de la gastro. Et le gros problème, c'est que quand même, comme on le voit sur les pneumopathies et sur les asthmes, il semblerait qu'il y ait une augmentation significative donc des pathologies respiratoires, effectivement, chez les enfants, depuis que, effectivement, eh bien, le masque est obligatoire chez les plus jeunes. Donc, en conclusion, chez les enfants, manifestement, le masque n'a aucun intérêt pour lutter contre la progression du Covid, ni d'autres maladies respiratoires, mais en revanche, ça semble, hélas, comme on a pu le voir, en tout cas, créer eh bien, de manière corrélative des augmentations assez inquiétantes de certaines pathologies respiratoires. Voilà, j'en ai fini. Et donc, je remercie beaucoup Emmanuel Darl de nous avoir donné effectivement eh bien, tous ces chiffres que vous pouvez reproduire via l'adresse qu'on a donnée sur le site. Merci à vous. Ton micro, Olivier. Olivier. Ton micro. Voilà. Donc, merci Vincent pour cette excellente présentation. Ça nous montre bien le retentissement sur les enfants, mais on le savait, mais là, tu nous donnes des chiffres concrets. Et l'OMS a dit ces jours-ci, Idriss Aberkan l'a repris dans une vidéo, qu'il y avait eu cette année plus de morts par suicide que par Covid. Donc, effectivement, là, on est tout à fait dans les effets secondaires. Allez, je vous propose tous de réagir chacun à votre tour à cette dernière intervention. Qui veut parler? Louis? Moi, je veux bien. Merci beaucoup, Vincent. C'est toujours un plaisir à chaque fois que tu nous présentes quelque chose. En fait, il y a un petit côté savoureux des mathématiques qui remettent un peu la science telle qu'on peut espérer qu'elle nous serve à quelque chose, qui cesse de spéculer ou mais qui simplement montre le passé, montre les courbes les unes par rapport aux autres. Et à chaque fois, j'espère que le public goûte ça. Hein.
que vraiment et que c'est compréhensible pour le grand public, parce que ça faisait un moment qu'on pensait que le masque était toxique pour les enfants de plein de manières différentes, à la fois de manière psycho-affective et aussi sanitaire. Et finalement, là, ce travail d'Emmanuel, il le montre magistralement. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci. Beaucoup de familles qui attendent ces arguments pour pouvoir les montrer aux professeurs, aux instituteurs, aux directeurs d'école et même aux pédiatres qui parfois sont lâchés sur ces choses-là. Oui. Si On je peux le me dit, permettre on de le dire redit, on le redit encore, diffuser énormément. Eric, à toi, vas-y. Oui, merci Olivier. Oui, je voulais rebondir Hélène, parce que après. d'abord remercier Vincent de ce travail toujours très méticuleux et qui nous aide beaucoup. Moi, bon, évidemment, il prêche un convaincu en ma personne, mais on sait vraiment, en tout cas moi j'ai vu suffisamment d'études pour savoir que le Covid, la contamination se fait surtout par les mains, beaucoup en ont parlé, le professeur Raoult l'a dit plusieurs fois, et que ça se transmet très peu par le masque, par l'air. Donc le masque ne sert pas à grand-chose. Mais pour rebondir un peu sur les interventions précédentes, le masque a un avantage, c'est qu'il montre la contrainte. C'est-à-dire si on avait dit aux gens, il faut bien vous laver les mains et vous serez moins malade. Comment vérifier qu'ils se lavent les mains? Comment peut-il vérifier que le voisin s'est bien lavé les mains? Comment peut-on vérifier comment peut-on lui mettre une amende s'il ne s'est pas bien lavé les mains? Donc, on a décidé que le masque c'était mieux parce que ça se voit, on voit la contrainte, on voit le carcan dans lequel on est enfermé pour rien. C'est ça, c'est ça qui est terrible, c'est que ça n'a même pas servi à réduire l'épidémie. Et ça, je trouve ça une tristesse absolue. Et voilà, donc comment pouvoir lutter contre ce phénomène, parce que on est enfermé dans cette croyance qu'il faut absolument avoir tous des masques, et les gens sont tellement convaincus qu'il faut des masques qu'ils ne se lavent plus les mains. Moi, je vois les gens arriver dans mon cabinet avec un masque, et dans les 2 minutes, ils font une faute au niveau justement du contact, ils mettent des dossiers sur mon bureau, donc les gens font des fautes en permanence, donc ils se contaminent s'il y a un risque de contamination, et inversement, ils sont enfermés derrière un masque avec toutes les conséquences psychologiques et psychosociales pour rien. Voilà, donc, mais je crois vraiment qu'on a choisi le masque parce que ça se voit et qu'on voit qui on contraint. Alors moi, j'ai une question très triviale. Voilà, une question triviale, c'est Vincent, tu as parlé de la grippe et moi je suis étonnée parce qu'on n'a pas vu circuler de virus de grippe depuis la fin d'épidémie 19-20, voilà. Donc est-ce que c'est la grippe ou c'est les infections respiratoires aiguës globalement? Non, Voilà. non, c'est la grippe telle qu'elle est estampillée par le réseau au secours, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est syndrome grippaux, voilà. C'est syndrome grippaux. Oui, tout à fait. C'est Oui, pas la grippe, c'est pas la grippe typée virologiquement, alors. D'accord. Oui. Jean-Dominique, tu veux réagir? Non, écoutez, moi je me régale une fois de plus et je trouve vraiment qu'avec les contributions des uns et des autres, qui évidemment s'appliquent à des facettes différentes de cette espèce de crise de civilisation extraordinaire dans laquelle on est, eh ben on voit effectivement comment il y a des dérives politiques et financières absolument monstrueuses, comment l'imaginaire collectif est en grand désarroi actuellement. Il est désorienté par l'effondrement d'un certain nombre de repères et que d'autres n'ont pas émergé. Et puis avec le travail évidemment de Vincent, on voit les données apparaître, avec le partage d'Éric, on voit ce qu'il en est de la réalité de terrain, et c'est vrai qu'on navigue tous dans un moment d'absurdité collective qui alors est somptueux quand on a l'habitude de s'intéresser au psychisme collectif et à l'imaginaire, mais qui est aussi tragique de mon point de vue. Il était dramatique dans un premier temps, donc peut-être que le passage du dramatique au tragique va dans le bon sens, mais je trouve qu'il y a vraiment une dimension de tragédie absolue. C'est-à-dire que c'est une espèce de suicide collectif par idéologie foireuse, si vous excusez le raccourci, et dont il va bien falloir qu'on fasse quelque chose tôt ou tard. Alors nous, je dirais qu'on a l'avantage d'une certaine lucidité par rapport à ça, parce qu'on a les référents intellectuels qui nous permettent de penser à peu près cette situation, mais comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille pour que le corps social, de manière vraiment dans son poids et dans sa volumétrie, puisse
aller dans la direction d'une prise de conscience qui, par ailleurs, on l'a évoqué à de multiples reprises, est extrêmement douloureuse aujourd'hui. Et je retiens peut-être en sortant cette scène que tu nous as décrite, je sais plus qui c'est qui l'a fait, mais de patients qui se mettaient à genoux devant des médecins pour pouvoir recevoir un traitement. Je veux dire, je disais qu'il y avait des aspects moyenâgeux dans l'imaginaire scientifique tel qu'il existe aujourd'hui, mais il y a aussi des aspects moyenâgeux dans ce qu'on est en train de faire subir à la population. Et ça, vraiment, ça doit être un grand wake-up call, comme disent les anglo-saxons. Ça doit vraiment nous réveiller à un moment donné qu'on est en train de sommer la ruine, la désolation, et puis la résurgence de phénomènes collectifs qu'on espérait juguler par la démocratie, mais on doit aussi observer que la démocratie est en phase de délitement. Donc c'est à la fois très riche, très préoccupant, très impliquant, mais je vous remercie pour une soirée qui a été passionnante à tout point de vue. Il y a Je reviens sur le propos. Vas-y, Je reviens sur le propos que j'avais tenu la semaine dernière. Je retiens aujourd'hui encore, c'est que je pense qu'on a un moment d'extrême traumatisme de notre société et des individus de cette société. Et que loin de jeter l'anathème ou de chercher la faute, il y a besoin de soigner ça, de prendre soin de ça. C'est mon rôle de soignant, c'est notre rôle de soignant aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de prendre soin des instituteurs, des gens qui s'occupent de l'enfance, parce que arriver à comprendre au bout d'un an qu'on a fait du mal à des enfants, c'est très douloureux. Et vous préférerez maintenir un mensonge que de regarder cette réalité douloureuse en face. Et ça, il y a besoin de l'accompagner, d'être des chamans bienveillants par rapport à ça, pour permettre justement de ne pas refaire l'erreur. Des chamans bienveillants pour contrer une idéologie foireuse, suicidaire. Oui. Il y a une sorte de véritable prise d'otage de la population, avec une sorte de mise sous soumission, disant faites ce que nous voulons, tant que vous n'aurez pas fait ce qu'on veut, eh bien on ne vous lâchera pas. Et c'est pour ça qu'on voit au bout d'un certain temps, effectivement, on voit un peu comme un glacier qui fond, on voit des pans entiers de gens qui disent je ne voulais pas me faire vacciner, mais je me fais vacciner, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je veux voyager, je veux avoir mes pieds au sol, puis surtout j'en ai marre, je voudrais revenir à la vie normale. Et il y a une sorte de pression qui mise la constante de plus en plus sur la population. Et on est là justement pour vous dire, écoutez, il y a d'autres choses, il y a les traitements précoces, il y a votre conscience, il y a votre capacité, n'ayez pas peur. Ne cédons surtout pas. L'idéologie, théoriquement, c'est de ne jamais céder au chantage et au terrorisme. Et malheureusement, la population cède au chantage et au terrorisme, sauf que les terroristes aujourd'hui, ce sont nos gouvernants, ce sont nos autorités sanitaires, et que beaucoup sont dans le syndrome de Stockholm avec les autorités sanitaires. C'est-à-dire le syndrome de Stockholm, vous savez, c'est l'otage qui finit par être dans la compassion avec ces terroristes. Voilà, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Philippe, est-ce que tu veux nous donner des retours que tu as sur les… Oui, alors il y a toujours autant de questions et d'interrogations, hein, donc un petit mot sur chaque intervenant. Donc pour toi, Eric, justement sur les traitements ambulatoires précoces, certains se demandent mais où trouver des médecins qui peuvent en donner. Et puis Marc dit bah écoutez pour se procurer de l'ivermectine en pharmacie, il faut d'abord demander si le pharmacien en donne avant de lui donner l'ordonnance. Alors pour le professeur Maffezoli, donc beaucoup de remerciements et puis surtout d'avoir invité les mythes dans cette réunion. Et puis cette expression de psychopandémie qu'il faut vraiment retenir. Et puis John Johnson, ce n'est pas le vaccin, c'est le nom du monsieur. C'est la cité retrouve son âme quand les technocrates sont liquidés. Je pense que c'est peut-être un bon résumé. Alors pour Michel Rivasi, on ne veut vraiment pas du pass sanitaire ou du certificat vert. Et Marianne demande où en est la justice avec cette situation qui n'est quand même pas normale. Et pour Vincent, c'est toujours passionnant et on se demande pourquoi on n'enverrait pas ce rapport à tous les rectorats de France et pourquoi pas les associations de parents d'élèves qui sont aussi responsables quand ils imposent le masque à leurs propres enfants. Et puis alors un peu hors thème ce soir, beaucoup se posent la question des chiffres catastrophiques au Brésil. On aurait voulu en savoir un petit peu plus. Et puis ce qui se passe dans les EHPAD où on a l'impression que même les gens vaccinés sont contaminés et meurent. Et puis comme toujours un petit peu d'humour et d'espoir. Donc certains nous disent vraiment que le CSI nous permet de redonner, de nous croire, de nouveau croire en l'avenir. Et puis une petite phrase de Voltaire que Victoria nous glisse: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Ça, on pourrait peut-être le transmettre à nos médias mainstream. Et puis un petit mot, non pas de Pierre Rabhi, mais une citation de Pierre Rabhi: j'espère que l'humanité
comprendra enfin que la grande mutation sera celle de l'âme humaine. Et puis Dimitri a toujours un petit peu d'humour. Avant, on disait quand il y avait un enfant, alors c'est pour quand le deuxième? Les gens un peu bizarres aujourd'hui demandent, mais c'est pour quand le deuxième vaccin? Voilà, un peu le retour des différents internautes. Et le troisième bientôt, puisque vous avez vu que autant Macron que Netanyahou ont clairement dit que Netanyahou dit que le pass sanitaire fonctionnera peut-être pour 2 mois, peut-être pour 6 mois, il faudra peut-être se faire revacciner, donc préparez-vous. Les vaccinodromes vont devenir des institutions habituelles.